Nous allons maintenant nous intéresser au deuxième empilement compact que l'on peut produire en empilant des couches A, B, etc. C'est la structure hexagonale compacte. Donc ce sont des métaux tels que le zinc, le magnésium ou le beryllium qui vont cristalliser avec cette structure-là. Donc on note ce réseau, cette structure, le réseau HC pour hexagonal compact. Alors, la maille qui permet de bien comprendre cet hexagonal compact, c'est la maille à base hexagonale, donc dans laquelle vous avez 7 atomes de la couche A, au-dessus vous avez 3 atomes de la couche B, puis de nouveau 6 atomes de la couche A, avec une représentation éclatée qui va ressembler à ça. Vu de dessus, on a donc occupation d'un seul petit prisme à base triangle équilatéral sur 2 par des atomes de la couche B. Alors voilà comment on le fabrique. Donc on part d'une couche A, on ajoute une couche B et une autre couche A. Donc on retrouve notre maille hexagonale avec les 3 atomes de la sous-couche B, donc c'est ce qu'on a représenté juste avant. À partir de cette représentation compacte, on peut arriver à la représentation éclatée en diminuant le rayon des atomes au moment où on les dessine. Donc ils occupent toujours le même volume, mais nous on les dessine avec une taille réduite. Donc on a bien cet hexagone avec un atome central. À l'étage du dessous, on a un triangle sur 2 qui est occupé par un atome de la couche B, et en bas, de nouveau, tous les atomes sur les sommets, plus un atome au centre de l'hexagone. Alors, au départ, nous, on a représenté la maille triple, mais il est plus facile d'aller travailler avec la maille simple qui contient un seul des atomes de la sous-couche bleue pour mener à bien nos calculs. On retiendra quand même que cette maille triple correspond à 3 fois la maille simple. Ça veut dire que la multiplicité de la maille triple, c'est 3 fois celle de la maille simple, et ça pourrait être utile pour faire un certain nombre de dénombrements, comme de dénombrer des sites tétraédriques ou octaédriques. Il est plus facile d'aller travailler sur la maille triple. N'empêche que la maille sur laquelle on va travailler, donc la maille conventionnelle, c'est cette maille simple, donc une maille qui est prismatique, à base losange, chaque losange étant constitué de 2 triangles équilatéraux, avec occupation à l'étage du milieu d'un petit triangle, d'un atome au centre d'un des 2 petits triangles qui constituent le losange à l'étage du milieu. Voilà, donc il faut bien avoir conscience que avec cette maille simple, on va pouvoir de nouveau également paver l'espace, comme on pouvait le faire avec la maille triple. Évidemment, ici on a la moitié de gauche, ici on a la moitié de droite de la maille simple, mais on arrive à paver l'espace entièrement grâce uniquement à la maille simple. Et c'est avec elle qu'on va faire tout le cours. Il va falloir apprendre à tracer cette maille simple, hexagonale compacte, en traçant déjà votre prisme à base de losange avec vos 4 atomes du bas, 4 atomes du haut, et ensuite il va falloir placer correctement l'atome qui est situé sur le plan intermédiaire. Pour cela, je vous invite à situer correctement le centre du triangle équilatéral du haut, le centre du triangle équilatéral en bas, ensuite vous reliez les 2 centres, vous cherchez la moitié le milieu du segment, et vous allez pouvoir ensuite placer votre atome sur la couche du milieu. Et vous remarquerez d'ailleurs, si vous le faites, qu'il est assez mal placé ici. Je l'ai corrigé au moment où j'en ai besoin pour faire les calculs. Alors, vu de dessus, puisqu'on a uniquement notre maille simple, on a effectivement occupation d'un seul petit triangle sur 2 à l'étage intermédiaire. Une petite remarque, ici mon code couleur est assez dangereux, parce que juste après je vais m'attacher à calculer des rayons d'habitabilité, autrement dit je vais ajouter des atomes interstitiels. Or celui-là n'est pas un atome interstitiel, c'est déjà un atome du réseau hexagonal compact, donc il devrait être en rouge. Je l'ai mis en bleu pour qu'on puisse bien repérer qu'il s'agit toujours de la couche B.
N'empêche qu'au moment de faire les calculs, il n'a aucun intérêt à être rouge, autant reprendre la même couleur. Alors, on va pouvoir évaluer la population de cette maille. On va d'abord compter le nombre d'atomes sur les sommets, on en a 8. Chaque atome compte pour 1/8. Alors ça c'est pas vrai, puisqu'on a dit que celui-là est très peu dans la maille simple. En revanche, celui-là compte pour plus, mais à la fin, ça se compense. Donc dans la population, on va déjà compter 8 fois 1/8. On a d'autre part un atome qui n'est pas partagé, c'est celui qui est sur la couche B, qui compte en propre pour la maille que j'ai dessinée. Donc la population est de 2 atomes par maille. Donc le motif c'est un atome, la population c'est Z égale 2, il y a donc 2 atomes par maille hexagonale compacte. Pour la coordinance, il va falloir de nouveau non pas se fier à cette figure-là, mais plutôt à l'empilement des plans compacts. Alors éventuellement on peut reprendre la maille hexagonale compacte triple. Effectivement, sur la maille triple, on voit que l'atome central est entouré de 6 atomes dans son même plan, et ils sont tous en contact. Cet atome central repose sur les 3 atomes bleus qui sont sous cet atome central, et au-dessus de lui se trouvent les mêmes 3 atomes bleus, mais qui sont plus hauts de 1 paramètre de maille. Donc on a de nouveau 12 plus proches voisins d'un atome de cette structure hexagonale compacte. On va maintenant se lancer dans les calculs des paramètres de la maille. Alors, on va chercher la longueur petit a du côté, sachant qu'on a ici des triangles équilatéraux, donc on a A, et puis cet angle-là qui vaut 60 degrés. Les 2 autres angles valent 90 degrés, donc ils ne nous posent aucun problème. Donc finalement, on a besoin de la valeur de petit a et de la valeur de petit c, donc qui est la hauteur du prisme à base losange. Alors, pour trouver petit a et petit c, il va falloir se reposer sur les relations de tangence entre atomes. Et donc il faut qu'on arrive à visualiser quels sont les atomes qui sont bien en contact les uns avec les autres. On peut déjà voir que les atomes de la fameuse couche A sont tangents entre eux, donc il y a contact entre 2 atomes sur un côté de petit triangle, donc sur une longueur petit a. Il y a également contact entre un atome de la couche A et un atome de la couche bleue. On va revoir ça sur notre maille conventionnelle à nous. Donc on a contact entre A et B sur ce côté petit a du prisme. Donc on a petit a qui vaut 2 fois R. R étant le rayon de l'atome A comme celui de l'atome B. On a également contact entre A et D. Donc ça veut dire que la longueur AD vaut 2R. Pour calculer petit a, il n'y a plus rien à faire. A vaut 2R, puisque je connais le rayon atomique de métal que je veux étudier, petit a je le connais. Maintenant, mon objectif, ça va être de calculer petit c. Donc je vais pour cela exprimer AD en fonction de petit a et de petit c. Pour cela, je vais remarquer que GD, c'est C sur 2, puisque c'est la moitié de la hauteur du prisme droit à base losange. D'autre part, AG, c'est la distance entre un sommet et le centre d'un triangle équilatéral de côté petit a. Donc AG vaut 2/3 de la longueur de la hauteur. Or, la hauteur d'un triangle équilatéral de côté petit a vaut a racine de 3 sur 2. J'en déduis que AG vaut 2/3 de a racine de 3 sur 2. Et 2/3 de a racine de 3 sur 2, ça fait a sur racine de 3. Donc j'ai trouvé GD en fonction de C, j'ai trouvé AG en fonction de petit a, et puis il ne reste plus qu'à utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle GAD, qui a pour hypoténuse AD. Donc on a AD carré qui vaut AG carré plus GD carré. On a donc AD carré qui valait 2R, mais on a dit que 2R ça valait A. Donc A carré qui vaut A sur racine de 3 au carré
plus C sur 2 au carré. On va en déduire la valeur de C, en passant tous les A de l'autre côté. Donc on a C carré sur 4 qui vaut A carré facteur de 1 moins 1 tiers, donc C carré qui vaut 8 tiers de A carré, et on en déduit donc que C vaut 2 racines de 2 tiers fois A. Donc on a été capable de trouver A en fonction de grand R, on a été capable de trouver C en fonction de A, et donc C en fonction de R. Donc on a trouvé les deux paramètres de la maille uniquement en utilisant le fait que l'emploi était compact. Maintenant qu'on a les deux paramètres de maille, on va aisément calculer le volume de la maille en utilisant par exemple le fait que le volume c'est la valeur absolue du produit mixte entre les trois vecteurs de base de la maille. Donc c'est A vectoriel B, produit scalaire avec C. Bon, ici ça fait juste A fois B fois sinus de l'angle AB fois C, puisque C est orthogonal au plan AB. Donc on a A carré fois sinus 60 degrés fois C. Donc A carré racine de 3 sur 2 fois 2 racine de 2 tiers de A. On trouve donc V qui vaut racine de 2 fois A cube. On en déduit également la compacité. Pour cela on a besoin de connaître le volume réellement occupé par les motifs. Or les motifs sont, un motif c'est un atome de rayon grand R, donc le volume occupé par un motif c'est 4 tiers de pi r cube. Il y a Z motifs par maille, c'est-à-dire ici Z égale 2, donc on a un volume occupé par les atomes qui vaut 2 fois 4 tiers de pi r cube. Au dénominateur, on place le volume de la maille, c'est-à-dire ce qu'on vient de calculer. Pour pouvoir simplifier, on va remplacer A au cube par 2R au cube, puisque A vaut 2R, et après simplification, on trouve grand C qui vaut pi sur 3 racine de 2, donc toujours 74%, exactement comme la compacité du réseau CFC. Donc on a une compacité exactement identique pour les deux réseaux qui sont les réseaux compacts, c'est-à-dire des réseaux de compacité maximale. On a également accès à la masse volumique en utilisant le fait que la masse volumique c'est la masse de la maille divisée par le volume d'une maille. Le volume d'une maille on sait le calculer, et la masse de la maille c'est le nombre de motifs fois la masse molaire du motif divisé par le nombre d'Avogadro. Ici le motif c'est un atome, Z égale 2, donc ça fait 2 fois masse molaire de l'atome divisé par Na divisé par V. On adorerait pouvoir désormais localiser et calculer le rayon d'habitabilité des sites tétraédriques et octaédriques. Chance ou pas chance, je sais pas. Toujours est-il que on a le même genre d'empilement que pour le réseau cubique face centré, et on se retrouve du coup avec des sites en même nombre que pour le réseau cubique face centré. Donc retenir le nombre de sites tétraédriques et le nombre de sites octaédriques par maille n'est pas très compliqué. En revanche, pour les localiser, c'est une autre paire de manches. Alors, je vous laisse vous amuser à les compter, et c'est là que vous allez pouvoir tester vos capacités de vision dans l'espace. Je vous aide quand même un peu. Alors déjà, pour pouvoir les compter, le mieux c'est de revenir à la maille hexagonale compacte triple, de façon à ne pas avoir à décomposer à chaque fois des sites en plusieurs mailles. Donc il y a deux sortes de sites tétraédriques, ceux qui reposent sur qui ont une base qui repose sur la sous-couche intermédiaire et qui pointent vers l'atome au centre de la base, des deux bases du polyèdre, enfin, du prisme à base hexagonale, et les autres sont des tétraèdres dont la base repose sur la base du prisme à base hexagonale et le sommet est un des trois atomes de la couche B. On va déjà compter les tétraèdres qui ont un seul sommet dans le plan médian, et on en compte déjà 6, 3 au-dessus, 3 en dessous. Si on compte le nombre de tétraèdres dans la maille triple dont la base repose sur les 3 atomes du plan médian, bien évidemment on en a cette fois-ci 2, celui du haut et celui du dessous.
Mais ce n'est pas tout, parce qu'il faut encore compter les sites tétraédriques qui sont partagés avec d'autres mailles sur les côtés. En particulier, si on a ici un site tétraédrique avec un sommet sur la couche A, un sommet sur la couche B qui appartient à notre maille, et ces deux autres sommets sur la couche B qui n'appartiennent pas à notre maille. Alors, ces sites-là vont être partagés par un certain nombre. En fait, on voit qu'ils sont partagés par 3 mailles. Celle de derrière et celle de devant en rose. Maintenant qu'on sait que ces sites tétraédriques sont partagés entre 3 mailles, il faut les compter. Évidemment, il suffit de compter le nombre d'arêtes sur les côtés qu'on a ici. Donc on a 6 arêtes et 2 sites tétraédriques par arête. Donc on se retrouve avec 12 sites tétraédriques partagés cette fois-ci entre 3 mailles. Donc en résumé, pour notre maille triple, on a compté 6 sites tétraédriques ayant un sommet sur le plan médian, 2 sites tétraédriques ayant une base dans le plan médian, 12 sites tétraédriques sur les arêtes qui sont partagés par 3 mailles, avec un S à maille. Si on fait le bilan, ça nous donne 12 sites tétraédriques par maille triple, donc 4 sites tétraédriques par maille simple. Et comme on est en pleine forme, on se lance dans les sites octaédriques dans cette maille hexagonale compacte triple. Donc il va falloir qu'on localise une base carrée qui va être commune à 2 pyramides à base carrée. Donc on localise le carré et les 2 sommets qui forment les 2 sommets de la pyramide à base carrée. Une chose importante, notre sommet est à l'extérieur de la maille triple, néanmoins, le centre est bien dans la maille, donc c'est un site octaédrique qui compte en propre pour cette maille triple. Alors si vous n'arrivez pas à bien visualiser ce carré qui correspond à la base carrée commune, vous pouvez aussi partir à la recherche de 2 triangles équilatéraux qui sont sur 2 plans parallèles, et qui correspondent à 2 faces opposées de cet octaèdre régulier. On peut ensuite s'amuser à compter le nombre de sites octaédriques de cette maille triple. Alors je rappelle, certes il y a un sommet qui est à l'extérieur de la maille, mais le site est bien à l'intérieur de la maille, donc il compte en propre. Et ici on va réussir à trouver 6 sites octaédriques qui appartiennent en propre à la maille triple. Évidemment, si on a 6 sites octaédriques qui appartiennent à la maille triple, ça nous fait 2 sites octaédriques dans la maille simple, donc c'est bien ce qu'on avait donné dans le cours. Et pour terminer, je crois qu'il est grand temps de vous rappeler que la localisation des sites tétraédriques comme octaédriques n'est pas au programme dans le cas du réseau hexagonal compact. Donc cette horrible chose qu'on vient de faire, savoir dénombrer les sites et les localiser, vous n'êtes pas censé le faire, sauf pour le réseau cubique face centré.